Bonjour Michel Maffezoli. Vous sortez ce mois-ci Le Trésor caché, lettre ouverte aux francs-maçons et à quelques-uns. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de l'enjeu de ce livre? J'ai fait un livre, pour moi il n'y a pas d'enjeu, ni politique, ni institutionnel de quelque ordre que ce soit. Euh, Disons que ce livre, pour moi, s'inscrit dans la suite de tous mes livres, où j'essaie en quelque sorte de dégager un peu d'une manière qui est la mienne, c'est-à-dire un peu souterraine, les sous-sols de la vie sociale, si je puis dire. Mais ça, c'est mon travail depuis le début des années 70, quand j'ai commencé à publier des livres. Et dans ce décryptage, même je dis, j'aime bien l'expression, dans le fait de chercher le chiffre, dans son sens ésotérique et exotérique de la postmodernité, ben voilà, ce livre arrive dans cette foulée, si je puis dire. Mon livre précédent s'appelait L'ordre des choses, penser la postmodernité, qui était une espèce de synthèse pour voir comment il faut en effet se donner des instruments méthodologiques, métaodos, mise en chemin pour penser la société actuelle, et ce trésor caché reste dans cette lignée-là. Voilà. Après, je vous répondrai plus précisément. Alors précisément ce rapport aux chiffres. Vous avez la singularité dans vos travaux de ne pas vous appuyer sur des données chiffrées et de plutôt faire primer le langage. Les références qui peuvent paraître parfois ésotériques, précisément dans votre rapport à la sociologie, lorsque vos confrères s'appuient sur des données chiffrées. Qu'est-ce qui fait la singularité justement de cette approche et en quoi est-elle une innovation en quelque sorte pour la sociologie? Alors, innovation, non, elle n'est pas très nouvelle. Moi, je suis un latin, qui novice sub sole. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Rien. Donc, pour moi, c'est pas nouveau. Ou plutôt, il faudrait revenir quand on dit innovation en son sens étymologique, c'est-à-dire il n'y a de novation in qu'à partir de ce que sont les racines. Donc, bien. Alors, non, disons que moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait la sociologie. Je me souviens au début de ma carrière, d'ailleurs, j'avais organisé quelques grands colloques importants qui s'appelaient les sociologies. Dans cette palette de réflexion sur la vie sociale, c'est ça la sociologie, depuis Auguste Comte, du 19e, donc science récente tout de même. Dans cette palette, il y a une bonne partie, maintenant en effet dominante, qui va mettre l'accent sur le quantitatif. Je ne dirais pas le chiffre, je dirais le quantitatif. C'est-à-dire comment on va en quelque sorte mesurer, compter, comptabiliser, ce qui est le propre, il faut bien le dire, d'une bonne partie des enquêtes et des sondages sociologiques. Mais il existe aussi, et c'est pour ça que ce n'est pas marginal, il existe aussi une bonne partie qui est une sociologie dite compréhensive. C'est-à-dire une sociologie d'analyse des idées, de l'imaginaire social, de la vie quotidienne, qui met l'accent sur le qualitatif, pas sur le quantitatif. Voilà, moi c'est ma perspective. Mais elle n'est pas, je n'entends pas dénier le fait qu'il puisse y avoir aussi, là-dessus je suis pour la tolérance absolue, et donc je considère qu'il peut y avoir un type de sociologie qui bien sûr va être quantitativiste, et qui va, à la manière qui est la sienne, élaborer toute une série de lois en ce sens. C'est pas mon genre. Voilà. mais vous avez bien compris, c'est pas du tout exclusif, c'est pas ou, c'est et. Quand on regarde les phénomènes sociaux, il y a ces deux aspects. Moi, j'ai choisi délibérément, sous la houlette de ceux qui furent mes maîtres à l'époque, d'abord à Strasbourg, Julien Freund, qui est un spécialiste de sociologie politique, qui m'a initié à la sociologie allemande, weberienne, ce qu'on appelle, c'est ça la sociologie compréhensive, le Verstehen. Donc c'était cette perspective. Et ensuite, sous la houlette de Gilbert Durand, qui fut mon maître, avec lequel j'ai passé mes deux thèses dans les années 70 à Grenoble, et qui lui était et est reconnu comme étant le grand spécialiste. Il est décédé il y a 2 ans, mais était reconnu comme étant le grand spécialiste de l'imaginaire. Voilà, donc ma perspective s'inscrit dans cette dimension-là. Très bien. Et pour en revenir à cet ouvrage, quel est véritablement le message que vous portez en interpellant les francs-maçons? Est-ce que vous souhaitez qu'ils révèlent leurs secrets? Est-ce que vous voulez susciter des courants qui puissent s'inspirer de leur approche traditionnelle, de leur approche au rituel? Alors,
le sous-titre, c'est Lettre ouverte aux francs-maçons et à quelques autres. Donc, un petit jeu de mots comme cela, un petit clin d'œil, pour dire que je m'adresse à tout le monde finalement. Hein. C'est pas uniquement aux institutions maçonniques. Hein. Je paraphrase ici une expression nietzschéenne qui m'a toujours plu. Quand il écrivait, j'écris pour tout le monde et pour personne, si je puis dire. Hein. Donc voilà, c'est un peu quelque chose de dire, chacun va trouver là ce qu'il a envie de trouver. Ouais, c'est tout. Alors, il y a une idée. Tout à l'heure, on m'avait posé la question, l'enjeu, j'ai dit il n'y en a pas. Par contre, il y a une idée directrice tout de même, un principe dans cette continuité, je vous ai dit, hein, de mon travail. L'idée est la suivante, c'est que au XVIIIe siècle, qui est le grand moment de la maçonnerie, en tout cas en France. Sur le plan historique. Historiquement, c'est là où ça se structure, où ça se répand, où ça se diffuse, où il y a des loges, etc. Des groupes, des ateliers, peu importe les termes qui sont employés, mais dans le fond, il y a à ce moment-là, je dirais, dans ces ateliers maçonniques, dans ces groupements ou associations, eh bien, elles sont en phase avec l'esprit du temps, avec l'imaginaire. C'est-à-dire que on a pu dire, d'ailleurs ça se discute, mais certains considèrent que le rôle qu'ils ont joué dans la Révolution française n'est pas négligeable, par exemple, parce que justement, encore une fois, ils ont développé le tripode rationalisme, progressisme, individualisme. Voilà. Et donc, à partir de ce tripode, il y a eu un travail, les loges étant les laboratoires, je dirais, ils étaient en phase avec l'esprit du temps. Ça a donné ce que ça a donné, pour moi ça a donné la modernité, hein, qui s'est concoctée au XVIIIe, qui a trouvé une forme d'efflorescence au XIXe avec les grands systèmes sociaux, et puis qui peu à peu va se déliter tout au long du XXe siècle. Voilà. Alors, c'est à partir de là, je termine ma phrase, c'est à partir de là que mon hypothèse était la suivante, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver dans les fondements même de la tradition maçonnique, ce en quoi cette tradition pourrait être en phase avec la postmodernité. Postmodernité, c'est-à-dire ce qui arrive après les temps modernes. Pour moi, ce qui commence à partir des années 50, 60 du XXe siècle. Et mon hypothèse, c'est de dire oui, il y a des éléments, je vous donne les 3 éléments, on en discutera, non pas simplement le rationalisme, mais au contraire quelque chose qui va élargir la raison avec les sens, les rituels en sont une expression, non pas simplement le progressisme, mais il ne faut pas oublier que la tradition maçonnique, c'est la philosophie progressive, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement tourné vers le futur, mais ce que j'appelle moi l'enracinement dynamique, c'est-à-dire qu'à partir des racines du dynamisme, il y a de la force, et troisièmement, pas simplement l'individu, mais le groupe, la communauté, et la loge étant la métaphore, en quelque sorte, de cela. Alors voilà mon hypothèse, hein, c'est-à-dire, elle a joué un rôle au XVIIIe, est-ce qu'en fait, sans le savoir elle-même, elle n'est pas en phase avec ce qui est dans l'esprit du temps, en particulier chez les jeunes générations. Sur quoi vous appuyez-vous pour dire que la postmodernité commence à partir des années 50? Oh, ça c'est mon hypothèse. Je veux dire, sur quoi je m'appuie, j'en sais rien. Je ne demande pas de donner chiffres. Ce sont des rêves. Non, mais je vais vous répondre très précisément. Hein. En effet, on a des hypothèses. Hein, quand on fait que moi maintenant, ça commence à devenir un peu clair. Hein. Je suis en fin de carrière, donc ça fait quand même un certain temps que je travaille sur cette hypothèse. Voilà. Je dis que c'est exactement en 1950 que est publié aux États-Unis un manifeste architectural d'un architecte qui s'appelle Roberto Venturi, et qui publie son livre sous le titre de l'ambiguïté en architecture. Et cet architecte italo-américain s'oppose à ce qu'était le modernisme en architecture, le Bauhaus en Allemagne, le Corbusier en France, pour faire bref. Bien. C'est-à-dire une esthétique à angle droit, quelque chose minimaliste, qui a évacué, je dirais, la dimension un peu esthétique du monde, pour garder que la fonctionnalité. Et cet architecte va penser son architecture à partir de ce qu'il appelle des citations diverses. En architecture, une citation, ça veut dire une porte gothique, une fenêtre romane, un linteau baroque, enfin peu importe, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour la communauté italo-américaine. Et ces citations, il les prend dans les villes d'origine, Padoue, Florence, Rome, Milan, etc., avec un processus qui dit d'anamnèse, souviens-toi d'où tu viens.
Voilà les deux caractéristiques du postmodernisme architectural. Hein, à la fois un patchwork, quelque chose qui est complexe et pas réductible à la simple fonctionnalité, et en même temps qui est enraciné. Et quand on a... Donc c'est en 1950 que paraît ce livre de l'ambiguïté en architecture. Et quand on a continué après en France, Lyotard, Baudrillard ou moi-même, à penser la postmodernité sociale, c'est-à-dire quelle est l'architectonique qui est en train de se mettre en place, quelles sont les valeurs alternatives aux valeurs modernes, on a copié ce modèle. C'est-à-dire on s'est rendu compte que c'était un patchwork, que nos sociétés n'étaient plus une et indivisible, mais une mosaïque, si je reprends une expression maçonnique, et mosaïque, c'est-à-dire de la diversité et de la cohésion. Et en même temps, le retour aux racines. Et on voit de diverses manières, ce serait trop long ici d'en parler, mais enfin il y a de quantités d'expressions, de manifestations, d'indices et de symboles qui sont toujours des recherches de ce qu'étaient les racines. Voilà le premier point. Le deuxième point, plus anecdotique, mais non moins intéressant, c'est que c'est en 1950 que s'élabore ce qu'on appelle le design. Le design, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, ce sont les objets familiers de la vie quotidienne, frigo, cuisinière, enfin, etc., qui gardent leur fonctionnalité, mais en plus on les pare, on les habille, on les esthétise. Et pour moi, si vous voulez, c'est à partir de là que je dis, on peut comprendre une autre conception du monde, pas simplement la fonctionnalité, mais garder la fonctionnalité, et en même temps, donner une dimension esthétique, hein, ce que j'appelle rendre belle la casserole. Voilà. Et voilà pour moi, c'est en 1950. Voilà pourquoi je dis 1950. D'accord. J'aimerais revenir aussi sur le concept de temps, qui est en relation avec ce que vous avez dit de la naissance de l'époque postmoderne, la période postmoderne. Vous avez un concept que vous qualifiez de progressivité, qui se veut être la transformation, en tout cas, ou la suite en termes de concept du sens de l'histoire. Vous parlez du matérialisme historique, en un premier lieu. Enfin, vous confrontez ces deux approches du temps, le matérialisme historique du 19e siècle, cette ligne, finalement, qui symboliserait le temps et le progrès, et aussi le temps cyclique. Vous parlez du temps réactionnaire, ou en tout cas, vous évoquez la dimension réactionnaire de ce cercle lorsque vous vous référez à Nietzsche. Et vous parlez de progressivité comme une autre dimension, une autre définition du temps, qui ne serait plus représentée comme une ligne, ni comme un cercle, mais comme une spirale. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette conception du temps? Alors, puis-je faire une petite pique à votre question? Avec joie. Vous avez employé 2-3 fois un mot que je n'aime pas beaucoup, qui est le mot concept. Tout le monde fait du concept, moi je n'en fais pas. Voilà, hein, on considère qu'il faut faire du concept, c'est-à-dire des choses en latin, concepire, et ça veut dire ce qui est fermé en quelque sorte. Hein. Et c'est vrai que c'est une manie de parler toujours du concept dans l'optique que je viens de dire, hein, c'est-à-dire encore une fois, on va définir une bonne fois pour toutes, etc. Alors que moi, dans tous mes livres précédents, j'ai essayé, et je continue à dire que dans des moments de mouvement, de labilité, il ne faut pas avoir la prétention de faire du concept, mais des notions, des métaphores, des images pour nous aider à penser. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Ce pour dire que ce sont exactement des métaphores que je propose pour aider à penser. En disant que nos deux grandes conceptions de l'histoire, c'était la flèche du temps. Et en effet, c'est le grand modèle hegelien, on va dire. Hein. L'humanité est partie d'un point A de barbarie et va arriver à un point B de civilisation absolue. Tous les grands systèmes sociaux et philosophiques du 19e siècle ont reposé sur ce schéma, comme ça, qui était ce schéma linéaire. Bien. Et l'enseignement de l'histoire, pardonnez-moi de vous interrompre, est encore enseigné de cette façon-là. Mais globalement, les institutions reposent sur cette idée. Moi, je pose souvent cette question. J'étais encore hier dans une ville française où je posais la question à mes interlocuteurs, qui ici oserait dire qu'il n'est pas un homme ou une femme du progrès. On est progressiste, sinon ça ne va pas. Mais c'est pas pour dire qu'on a ingurgité, je dirais, ce progressisme, on l'a sucé avec le lait maternel, hein, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, si je puis dire. Bien, donc on avait ce schéma linéaire. À l'opposé, il y a un autre schéma qui est, en effet, c'est un peu rapide de dire cela, mais enfin, disons, la circularité nietzschéenne. Bon. Alors
j'ai un peu tort et j'aime trop Nietzsche pour dire c'est réactionnaire, mais en tout cas, c'est pas du progressiste, on va dire. Voilà. Mais grosso modo, on avait ces deux modèles interprétatifs, le cercle, la flèche du temps ou le cercle. Moi, depuis un moment, c'était ma thèse d'état, pour tout vous dire, avec Gilbert Durand, que j'avais intitulé l'enracinement dynamique. C'est-à-dire rendre attentif au fait qu'à la fois il y a nécessité de quelque chose qui est enraciné et que c'est ce qui donne la force. Un arbre n'existe que parce qu'il a des racines. Une vie sociale n'existe que parce qu'il y a justement ces racines qui sont là. Bien. Et pour traduire cela, j'ai utilisé cette métaphore de la spirale. Mais je dis bien qu'il y a une image, pour essayer de montrer qu'il y a à la fois quelque chose qui va nous renvoyer à nos origines, sur la perspective phénoménologique, et en même temps qu'il peut y avoir là une dynamique, une manière d'être, une croissance dans le récent du terme. Voilà pourquoi je dis cette spirale est une manière qui peut nous aider à penser. Il se trouve que cette image de la spirale est en congruence avec, et c'est pas de moi, avec ce qu'est la philosophie progressive de la maçonnerie. Très souvent, les maçons ne se rendent pas compte qu'ils pensent, ils disent au début de leur tenue philosophie progressive, ils vont toujours penser en progressisme, dans le sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire la flèche du temps, quelque chose qui va arriver un peu plus loin, etc. Mais fondamentalement, et dans leur pratique, et dans le substrat de leur pensée, il y a cette philosophie progressive. Voilà. Donc en quelque sorte, vous leur rappelez à une autre façon d'envisager leur tradition. Il faut un peu leur donner des claques, mais il faut donner des claques à beaucoup de gens. Est-ce qu'elle a... Gentil, moi je suis pas méchant. Oui, vous envoyez des pics. Enfin, il faut de temps en temps taper un peu. Vous avez raison, voilà. C'est notre art aussi. Est-ce que vous considérez que la franc-maçonnerie s'est abattardie en quelque sorte, et qu'il faut qu'elle retrouve sa régénérescence de telle sorte qu'elle puisse inspirer votre modèle? J'ai pas une vocation de réformateur, donc j'ai pas d'enjeu, j'ai pas de poste à conquérir, je suis heureux, je médite, je réfléchis, j'ai beaucoup d'amis, je fais des conférences, donc de ce point de vue, j'ai pas envie, encore une fois, de dire ce que pourrait être la vérité des institutions maçonniques. C'est pas mon propos. Je dis uniquement, c'est pour ça que j'ai donné ce titre, il y a un trésor caché, qui peut être en phase avec l'esprit du temps. Voilà, c'est en ce sens, si vous voulez, que je rappelle, et aux maçons, et à quelques autres, je dis bien, c'est pas que, ça ne s'adresse pas uniquement aux francs-maçons, qu'il y a, dans ce qui est de la vieille pensée de la tradition maçonnique, c'est-à-dire cette chose qu'on avait oubliée, dans le fond, que on avait oublié à partir de la grande idée cartésienne de la tabula rasa, on fait table rase. Non, on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire table rase de ce que sont nos racines, de ce qui étaient, ceux qui nous ont précédés, et que c'est à partir de là qu'il y a un développement possible. Voilà, c'est tout ce que j'essaie de dire. On pourra le préciser, voilà, si vous désirez. J'aimerais revenir sur cette notion en fait d'enracinement dynamique, l'influence qu'elle exerce sur non pas l'enjeu, mais les thématiques abordées dans votre ouvrage. Est-ce qu'on peut dire que votre livre s'adresse aux jeunes de 7 à 77 ans? Il s'adresse à tout le monde, il s'adresse aux jeunes. Parce que j'ai noté dans l'ouvrage, à de nombreuses reprises, ou du moins à quelques reprises, l'adjectif juvénile, je crois. Ouais. Vous parlez aussi beaucoup de vitalisme. Ouais. C'est-à-dire des adjectifs ou des termes renvoyant à la jeunesse. Et donc, peut-être est-ce que parce que je suis un vieux kakoshi, mais que j'ai des nostalgies de ma jeunesse. Non, je vais vous le redire de manière plus sérieuse. Chaque époque a une figure emblématique. C'est-à-dire ce autour de quoi on s'agrège consciemment ou inconsciemment. C'est ça, chez Durkheim, il appelle figure emblématique, c'est le totem. Et la grande figure emblématique de ce qu'était la modernité, c'était l'adulte sérieux, rationnel, producteur et reproducteur. On voit bien en quelque sorte comment on va penser l'éducation, on va penser l'organisation sociale à partir de cette figure-là. Bien. Moi, mon hypothèse, et c'est ce que j'ai appris de Nietzsche, et c'est ce que j'ai écrit un livre sur Dionysos, qui est mon petit dieu chéri, si je puis dire, c'est que ce qu'est la postmodernité, la figure emblématique de la postmodernité, ça ne va plus être cet adulte, mais ça va être le jeune. La figure emblématique, à mon sens,
constitutif de cette postmodernité serait plutôt l'enfant éternel. Hein. Et ça, on le voit de temps en temps dans les histoires humaines, dans le balancement. Hein. Si je reprends l'idée nietzschéenne, Apollon, Dionysos. Dionysos, c'est l'adolescent, adolescens, c'est-à-dire celui qui est toujours en devenir. Et on voit bien comment il y a un jeunisme ambiant. Hein. Tout le monde veut s'habiller jeune, parler jeune, se comporter jeune, etc. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que quand je dis jeune, voilà le fond de ma réponse. Quand je dis jeune, c'est pas une tranche d'âge. C'est quelque chose qui, d'une manière transversale, va s'adresser à tout un chacun, dont le modèle reste le modèle de la juvénilité, donc de cet aspect vitaliste, etc. Voilà, en quel sens, si vous voulez, pour moi, la figure emblématique postmoderne est cet enfant éternel. Dans cet ouvrage, comme dans d'autres, vous faites écho à un de vos objets d'étude, qui est la notion de tribu. Considérez-vous aujourd'hui qu'on a un essor du tribalisme et que les rituels y sont étroitement liés? Alors, oui, moi j'avais écrit un livre qui s'appelle Le temps des tribus, en 87-88, qui a eu sa carrière, il y a eu beaucoup d'éditions en poche, etc. J'avais fait ça un peu pour provoquer, hein, pour rendre attentif au fait que la modernité avait en quelque sorte cru qu'on arrivait à une société homogène, des institutions très rationnelles, et qu'on voyait justement une diffraction, hein, le sentiment d'appartenance, etc. L'idée de base, c'était de dire, mais c'était une métaphore, là encore, hein, la tribu, c'était pas un concept, hein, une métaphore, puisque les ethnologues, eux, ils ont le concept de tribu qui est stable, sur longue durée, etc. Moi, j'avais pris cette idée qui était simple, c'était que dans les jungles stricto sensu, eh bien, la tribu, c'était pour lutter contre l'adversité, serrer les coudes. Dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles, c'est la même chose. Il y a nécessité de serrer les coudes, en quelque sorte, de développer des formes de solidarité, de générosité pour lutter contre l'adversité environnante. Et la tribu, c'est très simplement des choses, un partage d'un goût sexuel, musical, religieux, sportif, culturel, peu importe en la matière. Et que donc, on voit bien comment c'est une manière d'être avec l'autre. Et je persiste ici, c'est-à-dire je pense que nos sociétés vont se diffracter de plus en plus, et en même temps qu'il peut y avoir une cohésion de ces diverses entités. Là encore, la métaphore de la mosaïque maçonnique est une bonne métaphore. Hein. Chaque pièce garde sa configuration, sa couleur, sa structure, et pourtant il y a une cohésion d'ensemble. Hein. Ça tient, si je puis dire. Voilà. Alors oui, je pense que il y a dans le trésor maçonnique quelque chose qui peut nous aider à penser ce que je viens de dire, de la différence et de la cohésion, et que la différence peut enrichir et non pas réduire, en quelque sorte. Voilà, ça c'est une des spécificités de la postmodernité. C'est aussi un des éléments importants du trésor maçonnique, c'est-à-dire c'est la loge où il y a de la solidarité, où il y a de la fraternité, où il y a quelque chose qui fait que dans un nombre restreint de gens, eh bien, au travers du fait de manger ensemble, au travers du fait de s'entraider, d'avoir des rituels multiples et divers, eh bien, il y a quelque chose qui se structure. Ça se dit d'ailleurs d'une manière très simple, je crois que j'en parle dans ce livre, un mot un peu curieux comme ça, égrégore. L'égrégore, ça a deux sens. En latin, c'est ce qui renvoie au troupeau. En grec, c'est ce qui renvoie à ce qui est éveillé. Et donc là, en la matière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que le fait d'être ensemble aboutit à une connaissance commune. Cette expression que l'on emploie fréquemment, le sentiment d'appartenance, s'inscrirait là-dedans. Voilà en quel sens il me paraît qu'il y a là aussi congruence. Est-ce que les zadistes rentrent dans ce cas de figure? Est-ce que les zadistes, vous savez, ces personnes qui... ZAD, acronyme de zone à défendre, ces personnes qui au prétexte de lutter contre le capitalisme, squattent des lieux publics pour en faire une zone à défendre face au capitalisme, mais ce qui leur permet aussi de rentrer dans une certaine sorte de communion, une espèce de paganisme laïque ou de paganisme désolidarisé de toute idée transcendante, en tout cas en apparence. Est-ce que pour vous ça rentre dans cette optique de tribu? Tout est bon. Oui, bien sûr. Cet ouvrage leur est destiné aussi. Mais
bien sûr, encore une fois, vous savez, moi j'ai des lecteurs, c'est très curieux mes lecteurs, hein, moi qui me promène toujours avec mon petit nœud papillon et mon costume strict, je suis très souvent invité par des voyous aussi. Donc de ce point de vue, on supporte mon habit de scène, mais je supporte le leur, hein. Donc de ce point de vue, bien sûr, ça leur est aussi destiné. Non, bien évidemment, j'ai dit plusieurs fois mosaïque, hein, c'est-à-dire qu'il faut accepter que nos sociétés vont être des ça va être la structuration, hein, la cohésion de choses très diverses. Alors ça peut être les petits groupes bon chic, bon genre des rallyes du 16e arrondissement, ou ça peut être vos zadistes, hein, c'est-à-dire ou ce qui peut s'appeler, que je connais plus, ces zones d'autonomie temporaire, hein, c'est-à-dire dans le fond où on va non pas avoir une utopie majuscule, mais ce que j'appelle moi des utopies interstitielles. Hein, c'est dans les interstices que se créent véritablement, actuellement, pour moi, dans la postmodernité, les manières d'être ensemble. Oui, bien sûr, donc de ce point de vue, c'est pour ça que je dis tout est bon. Cette perspective est transversale que j'essaie de mettre en place. Chacun y puisera ce qu'il pourra y puiser et il rejettera le reste, hein. Un signe de bonne santé, moi je dis toujours, il faut savoir métaboliser et déféquer. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on est en bonne santé. On prend ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'il convient qu'on prenne, et puis on rejette le reste. Est-ce que vous cherchez aussi à réhabiliter la franc-maçonnerie, qui a tendance aussi en cette période à être, comme ça l'a souvent été d'ailleurs aussi, notamment au début du XXe siècle, à être l'objet de théories du complot. On lui prête beaucoup de mauvaises intentions. Est-ce que c'est aussi pour réhabiliter la vigueur de sa tradition ou pour vous opposer à certaines idées reçues, à certains préjugés sur la franc-maçonnerie? Non, moi je vous ai dit depuis tout à l'heure, j'ai pas de perspective militante. Hein. J'ai été formé dans une tradition de sociologie compréhensive, d'une neutralité axiologique. Ça veut dire, je fais une description, après chacun se dépatouille avec ce que j'essaie de dire. Euh, donc c'est pas pour réhabiliter la maçonnerie, c'est tout simplement pour dire, je reviens à mon titre, dans le trésor maçonnique, dans le trésor de la franc-maçonnerie, il y a des éléments qui sont en congruence avec le temps. Alors que cela permette de surcroît, en plus, de désamorcer les sottises sur le complot judéo-maçonnique, qui est comme ça, de ces idées qui courent dans l'air du temps et qui ne veulent rien dire. Bon, ça c'est évident que j'espère, de ce point de vue, y contribuer. Mais disons que c'est pas mon propos essentiel, hein. Moi j'essaie d'écrire, comme tous mes livres, avec sérieux, avec rigueur, en faisant quelque chose qui, je l'espère, va durer, vous voyez, sans une perspective militante à court terme. Voilà. Donc c'est faire ressortir, c'est ça l'invention, hein, faire ressortir ce trésor qui est là. Ça peut être utile pour que on évite d'avoir des préjugés sûrs. Ça peut être aussi utile pour les maçons eux-mêmes, qui très souvent sont englués dans des conceptions désuètes. Donc, vous voyez, mais ça m'est égal. On peut l'espérer, mais c'est pas mon propos. Ça m'empêche pas de dormir, quoi. Une fois que le livre est fait, il est fait, hein. Vous connaissez l'expression latine que je dirais en français. Les livres ont leur sort, hein. Et donc, c'est après que chacun se débrouille par rapport à ça. Vous, la postmodernité, ça ne vous fait pas peur? Rien ne fait peur. Pourquoi a-t-on peur de quoi que ce soit? Je vous pose la question. Ce qui est est. Alors, ce qui est vrai, c'est que en France en particulier, il y a une frousse vis-à-vis de cette postmodernité. Et moi, un des éléments essentiels des critiques qui sont faites à mon encontre, alors que je n'ai pas d'enjeu, je n'ai pas de pouvoir, j'ai rien, quand on regarde bien les hystéries me concernant, c'est c'est pas moi, enfin c'est moi accessoirement qui suis visé, mais c'est surtout l'analyse que je fais de la postmodernité. Pourquoi? Parce que la France fut, essentiellement à partir du XVIIe siècle, le laboratoire de la modernité. C'est là où se sont concoctés ce que je disais, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et on voit bien comment, de Descartes, les philosophes des Lumières, les grands systèmes sociaux du XIXe siècle vont se concocter, hein, je fais exprès d'employer ce mot, vont s'élaborer en France.
Et du coup, il y a de la part de l'intelligentsia, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Nouveaux Bien-Pensants, où justement je pose ce problème en disant, il y a des phasages, il y a des connexions. Ces élites françaises, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, restent sur ce logiciel que je viens de dire, 17, 18, 19e siècle, et du coup n'est pas à même de savoir voir ce qui est là. Donc la peur, elle est là. Et en effet, ils ont une fausse terrible par rapport, non pas à l'individualisme, mais au tribalisme qui est là. C'est la communauté. Ils vont parler de communautarisme, manière de flinguer, de dire c'est pas bien, c'est caca, tout ça. Non, il y a une communauté, on ne veut pas les tuer, ils sont là, il faut faire avec. C'est en effet l'importance de la progressivité, c'est-à-dire non pas une domination du monde et de la nature. Hein, c'est une phrase de Descartes, l'homme maître et possesseur de la nature. Non, mais un autre rapport de feedback, de réversibilité, d'action-rétroaction, comme dirait le brave Edgar Morin. Donc ça aussi, ils en ont peur. Et troisièmement, non plus encore une fois quelque chose qui est purement rationaliste, mais où il y a ce que j'appelle moi la raison sensible. C'est-à-dire cette capacité qui est la nôtre d'établir des relations de cause à effet, c'est ça la raison, mais en plus les sens, le sensible. Les rituels ne sont qu'une expression du sensible. Le corps est mis en jeu. Et un de mes livres précédents, c'était justement j'avais appelé ça au creux des apparences. Et j'essayais de montrer comment le corps n'était pas simplement quelque chose qui était soumis à la production et à la reproduction, mais était à valoriser pour lui-même. Alors voilà en quoi il y a une frousse en France et que le laboratoire de la postmodernité, pour moi, il est en Extrême-Orient, il est en Amérique latine, il est ailleurs, mais il n'est plus en France. Et mon travail, je n'ai pas d'enjeu particulier, mais c'est d'essayer de dresser, de faire une photographie de ce qui est en gestation, même ici. Et je vois quand j'ai l'occasion de parler devant des jeunes générations qu'ils comprennent parfaitement. Ils sont de plein pied, mis à part les mots que je peux employer, qui sont des mots un peu ennuyeux d'universitaire, mais au-delà de ces mots, ils arrivent à comprendre ce qui est là derrière, ce que j'essaie de dire. Donc, ne pas avoir peur. C'est ridicule, ça sert à rien, c'est tout, quoi. Il vaut mieux savoir accompagner ce qui est là. Hein. C'était un de mes grands inspirateurs, qui est Walter Benjamin, qui dit « Chaque époque rêve la suivante ». Il faut accompagner ce rêve pour que ça, pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas autre chose. Si bien qu'est-ce qu'il ne faudrait pas y avoir un certain conservatisme, une certaine prudence, peut-être même le principe de précaution qui est inscrit dans notre Constitution vis-à-vis du transhumanisme ou de l'homme amélioré qui se profile. Alors là, moi, j'ai du mal à parler du transhumanisme parce que je ne connais pas bien. Hein, donc, aller en parler avec mon ami Jean-Didier Vincent, qui a écrit des livres là-dessus, qui lui est un scientifique et qui est un bon spécialiste de ce transhumain. Moi, je ne peux pas vous en parler, honnêtement. Ce que je peux dire uniquement, à quoi me fait penser une telle notion, c'est de dire que on ne peut plus et on ne peut pas simplement penser l'individu enfermé en lui-même. Trans. Il y a un rapport avec la nature. Il y a un rapport avec les autres. Hein, vous voyez, la grande perspective moderne et franchouillarde, c'est le cogito ergo sum, cartésien cogite. Je pense donc je suis. Ça, on le sait. La formule en son entier de Descartes, c'est cogito ergo sum in archem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et c'est là-dessus que s'est élaboré le contrat social, hein, de forteresse à forteresse, tel un jeu de dames, si je puis dire. Alors que ce qui est en jeu actuellement, c'est que c'est pas à partir de moi que le monde se crée. C'est l'autre qui me fait être. C'est ça l'altérité. C'est ça ce que j'appelle l'affrèrement. Quelque chose qui, dans le fond, fait que c'est autrui qui me donne à être. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Voilà la vraie révolution de ce que j'annonce. Voilà quelque chose qui est difficile à admettre, quelque chose qui peut faire peur, mais qui est une réalité. Vous sortez dans la rue, vous voyez que les gens sont toujours avec leur téléphone portable en relation avec les autres. Primum relationis. Alors c'est peut-être ça, le transhumain, hein, le trans individuel, aimer quelque chose qui me met toujours dans un ordre symbolique, si je reprends une expression maçonnique, hein, quelque chose qui est toujours symbolé, en relation, en union, en conjonction. Est-ce que justement, là, vous évoquez un
un réflexe contemporain qui consiste à être toujours sollicité. Est-ce que cela veut dire que cela sonne le glas de l'individualisme, mais aussi cela sonne le glas de l'amour de la solitude, qui est aussi une façon de se recueillir et de penser autrement? Non, pas forcément. On peut être solitaire et pas isolé. C'est Heidegger qui expliquait des choses semblables. C'est-à-dire qu'on peut en effet, et c'est ce qui me paraît frappant actuellement, chez ces jeunes qui peuvent être parfois solitaires, mais jamais isolés, toujours en contact. Et donc il y a dans la solitude quelque chose où se parfait la méditation, se parfait la pensée, se parfait la réception, la réflexion, pardon. Et en même temps, on va rentrer en contact pour échanger. Moi, je trouve intéressant, prenons un exemple simple. On l'oublie trop souvent, mais 70% du trafic d'Internet... Ah, des chiffres. Ah tiens, voilà un chiffre. Je suis confus chaque fois que je le donne, j'ai honte de moi-même, parce que peut-être il est totalement faux d'ailleurs. Un grand nombre. Mais en fait, je crois qu'il est vrai en plus. Bon. Ah, on pourra parler de la vérité d'ailleurs. Oui, ça, j'en serais. On parler du syndrome de la vérité. J'en serais heureux. Mais juste quand même, je termine là-dessus, Oui, c'est important. Alors, on va dire un nombre important de gens qui sont sur Internet. C'est des forums de discussion philosophiques, religieuses, érotiques. C'est des vieilles lunes, tout ça. C'est-à-dire être en contact avec l'autre. Il y a de l'échange qui se fait. Alors, il y a à boire et à manger, comme toujours, hein, dans ces trucs-là. Mais il n'en reste pas moins intéressant de voir que tout de même, là où prévalait le quantitatif, le matérialisme, il y a du spirituel en jeu. Sur Internet. C'est pour ça que je considère d'ailleurs que la technologie réenchante le monde. Alors qu'elle avait désenchanté préalablement. Mais là, très précisément sur ce point, c'est-à-dire intéressant de voir comment, moi ça peut me paraître parfois sot ces discussions philosophiques, ou du syncrétisme religieux. Mais quand on regarde, c'est pas si sot que ça. Hein. Il y a vraiment des petits trésors qui sont là, importants. Alors voilà, quelque chose qui, dans le fond, montre que tout à la fois, il y a de la méditation et du partage de ces méditations. C'est ça qui est intéressant. J'aimerais revenir sur la vérité, puisque vous avez dit ces chiffres sont vrais, et précisément dans cet ouvrage sur la maçonnerie, vous parlez du syndrome Ponce-Pilate. Veritas quid est veritas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce syndrome de la vérité? Oui, c'est un peu ça, mais c'est important, si vous voulez. Hein, c'est que, alors oui, bien sûr, je dis comme ça, le syndrome Ponce-Pilate, mais il faut tout simplement revenir à l'étymologie de aletheia. Aletheia, c'est le dévoilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité unique, mais il y a des vérités plurielles. Et que, comment le dire, la vérité, elle est toujours en devenir. Alors que nous, dans notre mentalité, on considère le vrai comme étant intangible. V, hein, le grand V, la vérité unique, etc. Tandis que l'idée de vérité en devenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dévoile, puis il y a du retrait, ça se cache à nouveau, et puis je redévoile, etc. Voilà, c'est en ce sens que je dis, il n'y a pas la vérité, qu'est-ce que la vérité? Mais au contraire, il y a des vérités plurielles. Ce qui m'amène d'ailleurs, je le rappelle, à parler du relativisme, qui fait toujours très peur, le relativisme. Alors que dans notre tradition française, le relativisme, c'est l'application de l'esprit. Alors que dans la perspective qui m'a inspiré, celle de Weber, de Simmel, en France, un penseur qui vient de mourir, qui est Serge Moscovici, qui était un homme très cultivé à l'encontre de beaucoup de sociologues, et qui montrait que le relativisme, c'était la relativisation d'une vérité par d'autres vérités, premièrement, et deuxièmement, la mise en relation de ces vérités. C'est ça la belle idée du relativisme. Ça, c'est postmoderne. Non pas une vérité, mais des vérités. Il y a des cultures différentes, etc. Avez-vous entendu parler du site Source Sûre, fondé par 2 journalistes du Monde? Parce que c'est justement en relation avec ce que nous disons sur la vérité. C'est un site qui invite le citoyen à dénoncer une personne au prétexte de la vérité, précisément. Si par exemple nous apprenons que tel politicien a couché avec une prostituée, ou qu'il a fait je ne sais quel excès avec sa carte bancaire, bref, on peut contacter de façon anonyme ce site internet, Source Sûre, pour pouvoir le dénoncer et que ces journalistes-là puissent en rendre compte au public au nom de la vérité et de la transparence. Est-ce que ça vous inspire une réaction? Moi, je ne connais pas ce site, donc je ne peux pas en parler. Je prie de m'excuser puisque je suis là-dessus Wittgenstein. Hein, quand c'est sur quoi je ne peux rien dire, je me tais. Mais donc je ne connais pas ça. Mais par contre, je trouve scandaleux les
processus d'inquisition au nom de la vérité. Mediapart en est un bon exemple, qui est un commissaire politique plus qu'un journaliste, Plenel. Hein. Je m'en suis expliqué, je l'ai dit, dans mon livre Les Nouveaux Bien-Pensants, où je montre qu'il y a cette idéologie de la transparence qui est Big Brother, d'une certaine manière. Bien. C'est très grave. Parce que, pour une raison simple d'ailleurs, je pense à un roman allemand qui est peu connu en France, de Camusot, L'homme sans ombre n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas d'ombre n'existe pas. C'est un zombie, c'est un mort-vivant. Et je dirais, moi, qu'une société sans ombre n'existe pas. Et qu'il est important de penser le clair-obscur de l'existence. Il y a eu un livre sur moi qui s'appelait comme cela, Ma pensée sur le clair-obscur. Il faut qu'il y ait de l'ombre pour qu'il y ait de la lumière. Et il y a ce va-et-vient constant de l'ombre et de la lumière, de la lune et du soleil et tout à l'avenant. Donc non, moi je considère que la grande idéologie de la transparence, c'est le totalitarisme. Je rappelle d'ailleurs que d'une manière, c'était un des éléments de ce que fut ma thèse d'État à l'époque, qui s'est appelé ça a été publié sous le titre de la violence totalitaire, et c'était la violence de l'État. C'est-à-dire, encore une fois, je dis Big Brother, de celui qui surveille, qui voit tout, etc. Donc non, je considère qu'anthropologiquement, il faut garder cette dimension du secret. Et là encore, on est dans la perspective maçonnique, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée du secret, du discret, qui est en quelque sorte une manière de se protéger. Et donc de ne pas être sous le regard constant, encore une fois, de cette caméra censée indiquer tous nos défauts, les bonheurs et les malheurs de notre vie. Napoléon a écrit « L'homme le moins libre est l'homme de parti ». Est-ce que c'est une phrase qui entre en résonance avec vos convictions? Est-ce que c'est une raison pour laquelle vous n'avez pas d'engagement politique, du moins pas d'engagement politique avéré sur le plan de l'échiquier? Je n'ai pas d'engagement politique, cher monsieur. Je vais vous le dire, puisque maintenant ça commence à se savoir, et que Big Brother aussi joue sur moi. Je n'ai jamais eu de carte d'électeur et je n'ai jamais voté de ma vie. Vous voyez, donc de ce point de vue, on me qualifie parfois comme étant de droite, alors que je ne suis pas forcément de droite, je ne suis pas de gauche éclair, mais je ne suis pas non plus de droite. Ma vieille position est une position anarchiste que je maintiens, l'ordre sans l'État. C'est ça la vraie définition de l'anarchie, qui était celle d'Élisée Reclus, qui était franc-maçon, qui était un grand théoricien de l'anarchie et qui était un géographe connu. Voilà. Donc, c'est pour dire que alors, je ne connaissais pas la phrase que vous venez d'utiliser de Bonaparte, ou Napoléon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit. Napoléon. Mais j'y souscris tout à fait. Disons que la forme partie s'est élaborée tout au long du XIXe siècle. Ça fonctionnait tant bien que mal, encore une fois, jusqu'à la moitié du XXe. Et puis on a vu ces formes parties se déliter. Actuellement, ça ne correspond plus à rien. Il suffit, je ne vais pas vous donner des chiffres puisque vous aimez les chiffres, mais le taux d'abstention n'est pas négligeable. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne veut pas dire, c'est le nombre de non-inscrits sur les listes électorales. Qui fait qu'actuellement, un élu, une fois qu'on a enlevé 70% de la population, représente, après le partage politique, 10%. 12%, donc il n'est plus dans la représentation. Bien. Enfin, ce pour dire que la forme partie n'est plus en congruence avec le temps, et en effet, elle ne permet pas du tout la capacité de penser par soi-même. C'est ça qui est derrière. C'est-à-dire que, en fait, il y a des ordres qui sont donnés d'une manière verticale par la hiérarchie, et on doit l'appliquer. Alors que ce qui est en jeu pour moi dans la prémodernité, dans la postmodernité, ce qui est aussi un des éléments de la tradition maçonnique, c'est l'horizontalité, la loi des frères, ce que j'appelle la loi des frères, et pas la loi du père. Le parti, c'est la loi du père, on a entendu. C'est quelque chose de très socialiste finalement, puisque vous faites prévaloir l'égalité sur la hiérarchie. Absolument pas. Non, la loi des frères, c'est ce que j'appelle une hiérarchie initiatique. C'est-à-dire qu'il y a de la hiérarchie, mais qui circule. On voit bien, et ça c'est ce qui est au cœur même des traditions maçonniques, les charges circulent et ne peuvent pas durer, même dans les bons endroits, jamais plus d'un an, par exemple. Bon. Donc c'est pour dire que c'est ça la hiérarchie initiatique, ou la hiérarchie de l'affrèrement. C'est pas du tout socialiste. Une hiérarchie dynamique que vous, finalement, à travers votre livre, vous suggérez aux autres communautés qui s'organisent. Moi, je suggère rien. Vous m'embêtez en voyant que je peux encore essayer de suggérer des choses. C'est pas mon propos. Je constate
fait une photographie. Et de fait, il y a cette loi des frères. Hein, c'est-à-dire comment dans les micro-entités que j'analyse depuis mes tribus, hein, donc depuis les années 80, ça me frappe de voir comment il y a ces circulations de, de, de charges, si je puis dire, suivant les moments. Et donc, c'est cela qui est beaucoup plus intéressant. À tel moment, c'est moi qui suis le chef. Et à tel autre moment, c'est toi. À un autre moment, c'est un autre, etc. C'est ça la hiérarchie initiatique. C'est ça ce qui fait qu'il y a des circulations dans l'affrèrement, alors que dans la fonctionnalité de la structure intangible, verticale, une fois pour toutes, j'ai tel poste. Un point, c'est tout. Ma définition, vous voyez, c'est un des éléments qu'on n'a pas abordé, c'est que la postmodernité, ce n'est plus l'individu. L'individualisme, c'est le retour de la personne. L'individu avait une fonction, parce qu'il avait une identité. La personne, persona, c'est le masque, hein, en latin. Donc la personne a des rôles, joue des rôles, a des identifications multiples. Donc à tel moment, je peux être le professeur bon chic, bon genre, qui joue le rôle devant vous de professeur, et ce soir, avec une autre vêture, dans les boîtes malfamées de la ville, je peux aller jouer un autre rôle. Et c'est ça, si vous voulez, cette circulation, c'est ça, cette horizontalité, ce n'est pas de l'égalité. C'est que chacun, à certains moments, joue tel rôle, à tel autre moment, un autre rôle, etc. C'est un peu comme si on acceptait d'être schizophrène, pas au sens morbide du terme, l'acceptation d'être un individu naturellement séparé, enfin une personne naturellement séparée et qui, selon les contextes, s'adapte. Non, j'aime pas ce mot, parce que si vous voulez, ça, la condamnation de schizophrénie, c'est quand on a cette conception d'une identité intangible. Un individu, c'est ce qui est indivisible, qui ne bouge plus. Alors que la personne plurielle, on peut être cela et cela, non pas ou. Je peux avoir une réalité physico-chimique masculine et des kilos de potentialité féminine. Je peux avoir telle tendance, à tel moment avoir une séquence de gauche, à tel autre moment un discours de droite, d'extrême droite, écologique, machin chose, peu importe. C'est ça la mosaïque. Les poètes ont souvent le nez creux, et ils anticipent. Et la formule de Rimbaud au XIXe siècle, je est un autre. C'est exactement ce que je décris. Je suis ça et ça, ceci et cela, etc. Et donc voilà, c'est-à-dire non pas encore une fois une verticalité, mais un vécu horizontal où à certains moments je suis toujours étranger à moi-même et en même temps en connexion avec l'autre. Heidegger disait que seul un Dieu peut nous sauver. Est-ce que vous pensez qu'il y a un possible retour du religieux en France? Alors pas seulement à l'échelle groupusculaire ou tribale comme vous l'évoquez, mais à l'échelle nationale. Est-ce que c'est souhaitable déjà? Bon, moi souhaitable, c'est pas mon propos. C'est pas l'enjeu. Okay. Je ne dis pas ce qui est bien, ce qui est mal, ni ce qui est vrai, ni ce qui est faux. Je constate tout simplement, oui, que le rouleau compresseur du rationalisme avait cru évacuer cette dimension de religiosité, moi je préfère dire, du sacré. Hein, un mot qui est proposé par Régis Debray, mais qui me paraît beau, le sacral, un truc ambiental. Et de fait, un des éléments de la postmodernité, c'est ça le réenchantement du monde. Ben, c'est que ce qu'on avait cru dépasser est en train de se capillariser dans le corps social. Alors, appelons ça un dieu à la manière heideggerienne, moi je préférerais dire la déité, ou le divin, ou cette dimension du sacré, du mystérium, sous ses diverses modulations. Et c'est ce que la maçonnerie savait gérer, quand elle était consciente en quelque sorte qu'elle ritualisait cette dimension un peu mystérieuse de la vie. Alors c'est cela, c'est pas un religieux vertical, les grandes religions. Je préfère dire une religiosité, un patchwork là encore. C'est intéressant de voir comment il y a ces syncrétismes extrêmes orientaux, un peu de candomblé brésilien, un peu du cri primal, le New Age, sous ces diverses modulations. Alors je pense que oui, l'ambiance est assez sacrale, et que c'est si on sait gérer cela, qu'on peut éviter le pire. Pour moi, c'est parce qu'on n'a pas su gérer ce sacré qu'il y a le djihadisme, qu'il y a le terrorisme, qui devient pervers et sanguinaire. Et c'est normal. Alors que si on sait catharsiser, hein, dans le sens aristotélicien, si on sait purger ça, eh bien ça évite de devenir un pu qui se répand dans l'ensemble du corps. Voilà ma position. Elle est très simple, somme toute. C'est le bon sens et la droite raison réunis. C'est ce que disait Joseph de Maistre. Michel Maffezoli, merci.